Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là donc pour cette 10e édition du Carrefour des collectivités. Plateau numéro 2 consacré à un enjeu important pour le territoire, à la mobilité, avec un titre ambitieux, long, comme les politiques menées. Mobilité durable en Corrèze, douce, solidaire et sur les rails. Donc évidemment, comme indiqué, cet aspect mobilité est important sur le territoire. Il est important partout, vous allez me dire, mais il revêt une importance encore plus présente dans les territoires ruraux, que ce soit pour des enjeux environnementaux, de société, mais on le verra également pour des enjeux économiques. Donc évidemment, on a tous besoin de se déplacer, vous, moi. Maintenant, il faut aussi apprendre à se déplacer autrement, plus sobrement parfois, avoir plus d'accès. Et le but donc de cette table ronde avec les acteurs autour de la table, c'est de mettre en évidence, de mettre en valeur aussi les bonnes pratiques qui sont déjà inscrites dans vos collectivités, celles aussi qui sont en projet, ce qui marche, ce qui fonctionne pas, comment évoluer en la matière. On aura deux grands thèmes, mais beaucoup d'autres qui seront abordés, hein. La mobilité active avec le développement de la marche à pied, des vélos à assistance électronique, tous électriques, tous ces aspects qui parfois sont bloqués dans des territoires en matière d'infrastructures sécurisées, par manque d'infrastructures sécurisées, mais également d'autres problèmes liés au ferroviaire, avec le développement notamment des lignes Brive, Bordeaux, Ussel, Clermont, voire de la ligne POLT, toutes ces lignes indispensables pour désenclaver le territoire. Donc pour aborder ces quatre thèmes, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi, autour de la table, donc tout d'abord Madame Catherine Chambras, vous êtes présidente de la communauté de communes du Pays du Zerche. Merci de votre présence. À côté de vous, donc, se trouve François Patier, conseiller délégué au transport urbain, donc, à Brive Agglomération. Vous pourrez également nous faire un témoignage de ce qui a été mis en œuvre dans votre collectivité. Nous avons également, donc, Patricia Buisson, vice-présidente en charge de la transition écologique au département de Corrèze, qui pourra nous exposer justement les voies vertes pâles et les autres aspects mis en œuvre par le département en la matière. Et enfin, pour finir, Alain Tisseuil, le maire de cette jolie ville d'Arnac-Pompadour, consacré au cheval, mais on y reviendra par la suite. Pour tout de suite débuter, Madame Chambras, donc je vous rappelle, présidente de la communauté de communes du Pays du Zerche. Souvent, on a coutume de dire, bon ben voilà, l'échelon local, la commune, c'est un peu petit pour engager une politique de mobilité, voilà, ambitieuse, efficace ou pas, alors que déjà, quand on passe au niveau de l'intercommunalité, on se dit que c'est un échelon un peu plus pertinent. Vous, quel retour d'expérience vous faites des actions mises en œuvre dans votre intercommunalité ? Merci. Alors tout d'abord, effectivement, moi je tiens à dire que la mobilité est un enjeu crucial dans nos territoires ruraux. Si nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller vers le droit, la santé et autres, c'est tout à fait regrettable et ça ne va faire que mourir nos territoires qui sont déjà je dirais quelquefois malmenés. Oui, vous avez aussi raison quand vous dites que l'échelon de la commune, surtout sur les communes qui sont du type de celle de la communauté de communes, en tout cas que je préside, où ce sont des petites communes où la plus grande a 2500 habitants, si vous voulez, c'est compliqué de mettre en place quelque chose. Alors qu'au sein d'une intercommunalité où on est au-dessus de 10 000 habitants, on a peut-être plus de facilité. En ce qui concerne donc le territoire de la communauté de communes du Pays du Zerche, nous avons travaillé alors tout seul par l'intermédiaire du Centre intercommunal d'action sociale, et ça fait une dizaine d'années, où nous avons mis en place ce qu'on appelle un taxi à la demande, qui correspond donc à des personnes de plus de 60, pour des personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap. Ce taxi à la demande, c'est en fait un conventionnement entre le PCI et des taxis du territoire. Et donc les personnes qui peuvent en bénéficier ont le droit à 2 trajets par mois, financés à hauteur de 50% par la communauté de communes. Donc ces trajets
ne sont pas déterminés. On peut tout à fait dire j'ai besoin du taxi pour aller faire des courses, pour aller voir une amie qui se trouve à l'autre bout du territoire du pays du Zerche, pour aller chez un médecin, pour aller peu importe. On ne demande pas la destination. Il faut simplement rester sur le territoire du pays du Zerche. Et donc le coût pour l'habitant est de 50%. La communauté de communes prend le reste à sa charge. Voilà. Mais donc ça c'est important. On est éligible, quelle que soit la raison du transport. Vous n'avez pas à regarder ça. C'est uniquement. Voilà, absolument. Là, dans ce cas précis du taxi à la demande, la seule raison, la seule chose à remplir, c'est avoir au moins 60 ans ou être en situation de handicap. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui en fait différencie un petit peu les autres types de mobilité que nous avons mis en place, puisque à côté donc de ce taxi à la demande qui est 100%, je dirais, communauté de communes, nous avons conventionné par le biais d'un contrat opérationnel de mobilité avec la région Nouvelle-Aquitaine, puisque notre PCI n'a pas la compétence transport. Donc nous avons signé un contrat opérationnel de mobilité pour 6 ans, qui nous permet justement de pouvoir offrir d'autres solutions de mobilité. Là, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle une navette. Et là, contrairement à ce qu'on vient de dire, effectivement, il y a des contraintes, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, on vient vous chercher chez vous, mais on vous emmène sur des lieux à des heures et à des jours qui sont prédéfinis. Voilà. Donc là, c'est pas véritablement de la demande. C'est un choix qu'on a fait, qui est un choix financier, vous l'imaginez bien, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire comme on veut, quand on veut. Par contre, nous avons initialement choisi les lieux où on souhaitait qu'il y ait des destinations. On a privilégié, par exemple, les lieux de droit, en allant vers les espaces France Service qui sont sur notre territoire. On a privilégié aussi les lieux de santé, en allant vers les maisons médicales aussi présentes sur notre territoire. Et puis aussi, on a rabattu sur les lieux où il y a des possibilités de prendre d'autres transports collectifs, à savoir les arrêts de cars régionaux pour aller sur Tulle ou sur Limoges. Et bien sûr, sur la gare du Zerche, qui est aujourd'hui la deuxième gare de Corrèze, qui est une gare grande ligne, et donc il y a un très grand intérêt à ce transport-là. Voilà. Donc là, effectivement, c'est plus contraint. D'accord. Et en termes de fréquentation, justement, d'utilisation, vous êtes déjà en mesure d'avoir une idée un peu de... Alors, je dirais que ça ne répond pas tout à fait à ce que nous attendions, mais bon, on va pas se désespérer, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé. Je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à... Alors, je vais pas dire mieux communiquer, parce qu'on a communiqué, mais communiquer différemment. Il faut qu'on ait vraiment quelqu'un qui soit toujours en train peut-être de relayer l'information. Mais bon, ça fonctionne. Ça va fonctionner, je pense, encore mieux, puisque là, depuis le 1er mai, nous avons, à la demande, justement, de gens ou de services qui savaient que ça existait. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de l'EHPAD du Zerche, où il y a des accueils de jour, et ils nous ont appelés en nous disant, voilà, nous, on a des personnes âgées qui sont en difficulté pour se rendre une fois par semaine à l'EHPAD pour aller à l'accueil de jour. Est-ce que ça serait possible de mettre une navette? Voilà. Donc après, c'est tout un travail à faire avec le transporteur, puisque bien évidemment, nous travaillons avec un autocariste, et puis avec la région, puisqu'il faut renouveler le contrat. Mais bon, voilà, on évolue un petit peu en fonction des demandes, pour être au plus près des demandes des usagers, quoi, en fait, hein, voilà. Oui, on voit bien que le terme demande, c'est voilà, c'est pas des bus à la demande ce que vous faites, mais ce transport-là, ça se ressemble un peu. Les taxis à la demande, voilà, tout est fait pour justement faciliter l'accessibilité, ce qu'on a vu, et la mobilité. Et vous disiez, tirer un bilan, ce sera d'ici 6 ans à peu près pour... Alors j'espère, oui. Avant, si possible. Voilà, avant la fin du contrat, certainement. Mais bon, c'est sûr qu'on voit l'évolution quand même, et je pense que bon, on devrait arriver à sensibiliser les gens sur ce transport qui est quand même, alors je tiens à le dire, en fait très peu coûteux, puisque pour un aller-retour, si on vient vous chercher chez vous, qu'on vous emmène par exemple dans un espace France Service, puis qu'on vous ramène chez vous, ça coûte 4,50 €. Ou 4,10 € même, parce que je crois que nous on n'a pas passé au tarif région, et il y a des tarifs spécifiques. Les tarifs région spécifiques sont aussi appliqués. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça peut permettre aux personnes qui n'ont pas de moyens de transport. Mais
Bon, voilà, il y a encore, je crois, une question d'individualisme et d'autosolisme qu'on essaye de résoudre, mais bon, on va y arriver petit à petit. C'est bien. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste te dire qu'à côté de ce transport en navette, par contre, on a mis en place, et vous en parliez tout à l'heure, un système de location de vélos à assistance électrique. Et où là, je dois l'avouer, moi, j'étais très pessimiste au départ en me disant, oh là là, il y a des côtes chez nous, ça va être compliqué, les gens vont pas venir. On l'a mis en place au mois de novembre 2024 et nous sommes aujourd'hui victimes de notre succès puisque nous avons dû, au départ, nous avions pris 4 vélos, nous en avons 5 vélos, nous en avons repris 4 et aujourd'hui, on a une liste d'attente, on est obligé de penser à améliorer la chose parce que donc c'est un système qui permet aux personnes de louer des vélos pendant 1 mois, 3 mois ou 6 mois pour voir si ça convient à ce qu'ils recherchent, si ça peut leur faciliter les déplacements donc à mobilité douce. Et ensuite, donc il y a possibilité de renouveler une fois la location. Et ensuite, nous avons mis en place une petite aide pour l'achat. Et ça, par contre, aujourd'hui, je peux déjà vous faire un bilan. Ça marche très bien puisque le premier vélo a déjà été acheté. Et je vous dis, on a une liste d'attente. Et là encore, dans les allées tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'a dit comment je pourrais faire pour avoir un vélo à assistance électrique. Donc là, oui, de ce côté-là, par contre, c'est bizarre parce que moi, je l'avoue très sincèrement, j'étais plutôt pessimiste sur ce sujet-là. Voilà, comme quoi on peut se tromper, mais c'est pas très grave. On continue quand même. Oui, surtout dans ce sens-là, ça fait toujours plaisir de voir qu'une action tout de suite engagée, il y a des résultats. Encore plus si à la base on doutait un petit peu ou le bien fondé ou pas de l'action, on verra, on tente parce que comme vous l'avez dit, je crois que ce qui est important, c'est d'essayer des choses, quitte à les arrêter, voire à les amplifier comme vous le faites. Les modifier, les adapter absolument. en fait à la situation. Mais bon, oui, j'imagine que ça doit faire plaisir. Oui, ça fait plaisir. Et puis bon, du coup, on a aussi encore l'idée d'aller voir sur le covoiturage. On travaillera avec NAM, Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui va donc nous permettre de nous mettre à disposition leur service de mise en relation entre les conducteurs et les passagers. Tout ça pour rien d'ailleurs parce que c'est gratuit. Donc on va aller sur ce système-là aussi. Pour l'instant, c'est encore qu'en voie de travail. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui nous a permis de pouvoir aller vers ce système, c'est tout simplement que puisque nous avons un contrat opérationnel de mobilité, une aide de 60% de la région Nouvelle-Aquitaine et nous avions aussi répondu à un appel à manifestation d'intérêt sur Massif Central qui nous apporte 20% de plus. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous testons, nous avons un contrat pour 6 ans. Le reste à charge pour la collectivité ne s'élève, je dirais, qu'à 20%. Donc c'est intéressant d'essayer d'améliorer si on peut pérenniser la chose. Voilà. Bien, parfait. Merci. J'ai encore d'autres questions, je les garde pour maintenant ou pour après. Merci. Merci à vous. Je me tourne pas vraiment parce que vous êtes en face de moi. Monsieur Patier, François Patier, donc conseiller délégué au transport urbain à Brive Agglomération. Pour vous, c'est quoi les nouveaux enjeux justement de la mobilité, en particulier en secteur rural ? S'il vous plaît. Eh bien, je vous remercie pour votre question. Comme on le dit traditionnellement, moi j'ai la chance effectivement de vivre dans une commune très rurale, mais qui a aussi une particularité, c'est qu'elle accueille le seul aéroport qui sera construit au XXIe siècle en France, avec un trafic intéressant. Donc c'est pas une mobilité très écologique, mais elle pourra le devenir. Le salon du Bourget qui est en cours pourra vous le prouver, mais c'est pas l'objet de votre question. Mais étant dans un secteur rural, ce qui est important, c'est que le monde rural, si on veut maintenir ses effectifs, entre guillemets, il faut savoir qu'il est de plus en plus peuplé de citadins ou d'anciens citadins, donc qui ont des réflexes de citadins, alors que les ruraux, les agriculteurs, malheureusement, nous en avons de moins en moins. Donc le besoin en transport fait l'unanimité, si j'ose dire, en termes de nécessité et de capacité d'accueil. Or le problème que vous avez évoqué très rapidement et que l'on constate à la campagne, ça s'appelle l'autosolisme. Or l'autosolisme, c'est un mal qu'il faut absolument combattre, mais à condition d'avoir des outils à proposer en échange. Ce qu'a fait l'agglomération de Brive déjà depuis quelque temps,
Et je peux vous en citer un certain nombre qui sont intéressants, qui sont déjà mis en œuvre et qui permettent d'éviter au maximum que on voit des trains de voitures avec une personne à bord ou l'enfant qui va à l'école, alors que d'autres moyens en parallèle sont disponibles. Donc ce que nous proposons à Brive, c'est d'abord de s'appuyer sur les transports publics existants. Il y a aussi du ferroviaire, d'ailleurs, il y a quelques TER sur la zone. Il y a les lignes scolaires sur lesquelles on s'appuie et qui peuvent être complétées par d'autres personnes quand il y a de la place. Il y a les lignes régulières interurbaines. Et tout ça, bien sûr, en concertation avec ce que vous appelez, qui s'appelle donc les autorités d'organisation de la mobilité, les AOM, dont nous faisons partie, et qui nous permettent de s'organiser, d'avoir d'ailleurs des relations entre nous pour faciliter les choses, et on en a de nombreuses, notamment avec Tulle. Il y a l'accompagnement au covoiturage, qui marche très bien, puisqu'on a réussi maintenant à élaborer avec Blablacar Daily un système qui permet de rémunérer les conducteurs et d'assurer la gratuité aux passagers. Alors sur des distances limitées, puisqu'on s'est limité à l'agglo élargi, puisqu'on peut aller jusqu'à 60 km, le conducteur-chauffeur a droit à 1,50 € au maximum de financement et les passagers sont gratuits. D'accord, c'est un Blablacar local, donc. Ça s'appelle Blablacar Daily, ça s'appuie sur Blablacar, mais qui a limité le seuil. Voilà. Mais il y a beaucoup de candidats pour Tulle, il y en a pour Userche d'ailleurs, qui vient en deuxième, et il y en a pour toute la région, et puis bien sûr pour le noyau de Brive. Donc ça, le covoiturage marche très bien, et il est mis en place depuis le 1er septembre, on en est déjà, j'avais noté des chiffres, on a plus de 60 000 kilomètres qui ont été parcourus uniquement jusqu'en décembre, donc de septembre à décembre, sur 4 mois. On a distribué plus de 5 000 € aux chauffeurs, etc. Donc c'est quelque chose qui démarre très très bien. Ce qui est proposé aussi, c'est l'autopartage avec des véhicules électriques. C'est quelque chose qui est assez nouveau. On a 3 sites qui ont été sélectionnés, si j'ose dire. Il y a Obja, parce qu'on estime que c'est un centre-bourg de dimension intéressante. Il y a Alassac, pour les mêmes raisons, et le centre de Brive. Donc vous louez une voiture pour la durée que vous souhaitez, au maximum une journée, il faut la restituer la nuit pour qu'elle puisse se recharger. Et c'est des voitures électriques donc qui n'ont aucun impact de pollution majeure. L'allocation des vélos à assistance électrique, vous en avez parlé. Nous on a un système, j'allais dire, à 2 vitesses, on a un système de location longue durée qui permet de louer une semaine, 15 jours, un mois, jusqu'à 6 mois, pour des sommes intéressantes, parce que les vélos sont remarquablement utiles et bien conçus pour la campagne. Ce sont des vélos pas tout-terrain, mais quasi tout-terrain. Et pour la ville, ce sont des vélos de ville, mais là, c'est pour un usage très local, de 30 minutes, une demi-heure, etc., ou 1 heure, sachant que la gratuité est offerte quand vous n'utilisez le vélo que 30 minutes, c'est gratuit, à Brive. Voilà. Et enfin, c'est associé, mais je crois qu'il en sera question, et on aménage aussi les itinéraires verts, même si c'est pas directement le job des transports, on s'y attache vraiment, et d'ailleurs on en finance une partie. Et quelque chose qui est nouveau, on en a parlé, et qu'on a mis en œuvre de façon très dynamique depuis le mois de janvier dernier, donc on n'a pas un recul très important, ça s'appelle le TAD. TAD pour transport à la demande. Sachant que le transport à la demande, même s'il existait déjà, a plusieurs volets qui sont intéressants. Il y a le transport à la demande qui est destiné aussi aux personnes en situation de handicap et qui permet une prise en charge devant la porte et d'amener les gens à destination. Il y a quelque chose qui marche très bien, c'est le transport à la demande pour l'emploi, c'est-à-dire que pour les salariés qui ont des horaires incompatibles avec le réseau urbain de Brive, c'est-à-dire ça peut être jusqu'à 22 heures ou très tôt le matin, on a un système de navettes qui les prend en charge et qui les amène dans leurs entreprises. Et enfin, ce que j'appelle le TAD ordinaire, mais qui en fait est à mon avis un peu extraordinaire, c'est celui qu'on a mis en place pour les zones rurales. Il faut savoir que toutes les 48 communes de Brive, enfin de l'agglo de Brive, pardon, je mets Brive dedans parce que Brive est concernée, peuvent bénéficier de 9 rotations par jour pour toutes les personnes à condition d'en faire la demande. 9 rotations par jour. Et grâce à ces 9 rotations par jour, vous définissez dans une tranche horaire le créneau qui vous intéresse. Vous êtes pris en charge chez vous. Et si je dis chez vous, c'est que peu de gens y croient. Parce qu'à la campagne, on va vous chercher au fond de la forêt. On vous amène à Brive et on vous ramène au fin du fond de la forêt.
dans des délais tout à fait raisonnables avec des horaires qui sont respectés. Il y a des zones à 8 rotations par jour et des zones à 9 rotations par jour. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en fait, tout ce qui est à proximité de Brive va vers Brive. Les communes à proximité de Objat et d'Alassac, on amène vers les bourgs-centres d'Objat et d'Alassac, avec une possibilité de transfert vers le TER pour qu'ils puissent éventuellement se rendre à Brive, à partir d'Alassac ou d'Objat. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et une dernière piste, mais qui est un peu hors sujet, mais qui permet aussi d'éviter, parce que l'idée c'est quand même d'éviter les déplacements en commun au maximum, mais c'est ce que j'appelle les maisons France Service, parce que les gens, au lieu de se précipiter à Brive, ils vont dans les secteurs. Nous, on en a une à Noailles, par exemple, qui marche très bien. Les cabinets médicaux itinérants, la téléconsultation, tous ces outils-là, on essaie aussi de les regarder de près pour éviter justement qu'il y ait une saturation des réseaux et qu'il y ait trop de monde dans les bus et les voitures. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Mais le milieu rural, maintenant, a la chance de bénéficier d'un réseau qui s'approche un peu de celui de la ville, sauf qu'il faut en faire la demande. Sachant que quand vous avez un bus réservé, normalement, il est prévu qu'on signale que ce bus va être en route, ce qui fait que d'autres personnes qui ne me l'avaient pas prévu peuvent se rattacher à ce bus et compléter pour aller à Brive et éventuellement revenir. Voilà. Tout ceci pour 1,50 €. Et je vais même plus loin, avec ce 7,50 €, on a la gratuité du transport à Brive. C'est-à-dire qu'il faut que dans la demi-heure qui suit, si on prend un bus urbain, il est gratuit. Oui, donc voilà. On avait dit que d'outre-mer, dans les enjeux, il y a les enjeux environnementaux, de société, de permettre à tout le monde de se déplacer, et il faut aussi concilier ça avec les enjeux économiques. Donc en effet, ça répond bien à cette demande, comme l'ensemble des choses. Je crois qu'à chaque fois, dans tous vos termes, c'est demande, à la demande, à la demande. Donc on s'adapte aux besoins pour répondre à des enjeux clairement identifiés. Alors, il y a des choses à compléter, parce que en fait, ce qu'il faut dans ce genre de démarche, c'est qu'il faut qu'il y ait une communication adaptée. Comme je vous le disais en souriant un tout petit peu, mais au départ, personne ne croyait qu'on allait les prendre devant chez eux. Et certains en doutent encore. Donc il faut que le bouche à oreille et que l'information soit là et au rendez-vous pour dire aux gens, mais si ça marche, et ça marche très bien. Voilà. Et ça, c'est ce qui est difficile quelquefois à la campagne, parce qu'il y a des habitudes, on a l'habitude de se prendre sa voiture. Et c'est une démarche un peu particulière que de voir arriver un minibus devant chez soi avec marqué dessus le logo Libéo, et qui vous prend et qui vous ramène chez vous. Alors au début ça fait sourire et après les gens ils me disent mais où il est mon bus quoi en fait c'est ça, mais il faut un peu de temps pour s'y habituer. Voilà. Ben, on espère que ces plateaux organisés pourront être un vecteur de communication comme vous le dites. Je me tourne désormais là véritablement donc vers Patricia Huisson, donc toujours vice-présidente du conseil départemental de Corrèze, mais en charge donc de la transition écologique. Donc on l'avait indiqué en introduction, une œuvre originale donc créée en Corrèze et baptisée Voie verte pâle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces voies que j'imagine pourtant beaucoup de Corréziens connaissent déjà, ou tout du moins ont peut-être vu des signalisations, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus s'il vous plaît? Alors, avant de commencer, je voudrais remercier l'ADEME 19 d'avoir mis au cœur de ce carrefour les transitions, puisque c'est le thème de cette année. Parce que ce projet-là, il s'inscrit bien évidemment dans le cadre d'un projet de transition écologique, déjà. Transition écologique que le département a engagé en 2018 avec son premier contrat de transition écologique, premier département en France à en avoir conclu un, et qui s'attache surtout à traduire en actions concrètes et pragmatiques pour le territoire des actions significatives qui permettent de faire une politique d'avancée sur les transitions et en l'occurrence la transition écologique. Alors, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse de la mobilité douce et en particulier celui des voies vertes ou voies verts pâles, que nous appelons aussi plus communément parce que c'est très parlant vélo, voiture, piéton, c'est en fait une route partagée, tout simplement, avec l'ensemble de ses usages, qui prend sa source dans déjà une volonté et une demande de nos concitoyens de pouvoir accéder à des voies vertes. Donc sur une nouvelle pratique d'accès à cette mobilité douce. Et une demande croissante qui a émergé au fil des années. Et en particulier, il faut quand même le reconnaître, et je rebondis sur vos propos, depuis l'explosion des vélos à assistance électrique.
Très clairement, la Corrèze, il y a 20 ans, personne n'imaginait qu'on puisse se déplacer partout. Je dirais au premier coup d'œil ou au premier regard des collines qui nous attendent, ça peut réfréner quelques envies, y compris des sportifs du dimanche. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que les vélos à assistance électrique, c'est quand même assez fabuleux parce qu'on a l'impression qu'on est capable de tout et donc de gravir toutes les collines, tous les passages, même les plus compliqués. Et là, ça laisse un champ du possible d'un seul coup qui s'ouvre sur le fait de dire on peut rouler en vélo, même pour des gens qui sont sur une envie de pratique du quotidien, sur des routes qui ont un relief parfois pas des plus faciles. Donc déjà, ça change le champ du possible. Une demande de nos concitoyens, des pratiques nouvelles. Et à notre échelle, ça pose la question de se dire, à l'échelle du département, nous qui sommes pas sur une compétence, nous sommes pas autorité organisatrice de mobilité. En revanche, ça pose la question de quels sont nos atouts, nous qui sommes plutôt un facilitateur, à l'échelle de tout le département, qu'est-ce qu'on peut proposer pour permettre demain à tous les Corréziens finalement d'accéder à cette mobilité douce dans une itinérance ou des circuits qui leur permettent de conjuguer de la mobilité du quotidien, du loisir, et puis, parce qu'on raisonne et on voit bien dans vos propos la dimension d'attractivité qui est au cœur quand même aussi des sujets, que ce soit à titre économique ou d'accès à la santé, etc. Là, en l'occurrence, ça pose aussi quand même la question d'un secteur économique majeur pour la Corrèze aussi, qui est celui de l'attractivité touristique. Et donc, une fois qu'on a posé ce postulat, l'idée et le concept novateur, parce que c'est clairement nouveau, ça a été de dire, sur une solution pragmatique, très concrètement, est-ce qu'on peut faire des voies vertes? Aujourd'hui, vu le cahier des charges et les coûts qui sont directement liés, d'une part, je ne connais pas aujourd'hui de collectivité qui soit prête à s'engager sur une généralisation de voies vertes à l'instant T en 2 ans. Deuxième point, c'était de se dire, par contre, on a, nous, un réseau départemental secondaire qui, lui, peut présenter un intérêt parce que peu utilisé et reliant, malgré tout, souvent en doublon de circuits et de réseaux principaux, reliant finalement beaucoup de points d'intérêt, les chefs-lieux de canton, les collèges, et donc ça présentait un intérêt en termes, une faisabilité, une possibilité, et donc on est parti de ça, et notre première étape, en termes de méthodologie, ça a été de faire cet état des lieux, de l'état de notre réseau secondaire, de placer sur cette cartographie l'ensemble des points d'intérêt du département et d'essayer de voir les circuits qui pouvaient en effet rejoindre et lier tous ces points d'intérêt départementaux pour permettre en effet cette itinérance, de relier aussi les chefs-lieux de canton et de relier les collèges. Une fois qu'on a posé cette faisabilité, bien évidemment, la capillarité ne nous permettait pas forcément de desservir tous les territoires par le chemin le plus adapté ou le plus simple. Donc on est aussi allé chercher parfois des bouts de réseaux communaux aussi, de routes communales, pour essayer de voir comment on arrivait au bout du bout, à l'endroit souhaité. Et donc ça nous a permis au final de bâtir, et en concertation avec les EPCI, les communes qui ont été concertées, des itinéraires les plus adaptés qui, moyennant, et ça c'est le deuxième volet très fort du projet, une signalétique spécifique, nous permet en effet de tracer, de poser des circuits qui aujourd'hui représentent 1200 km sur toute la Corrèze, qui concernent 185 communes, et permettent de rejoindre 73 points d'intérêt départementaux. Et donc la spécificité de ce projet, c'est en effet cette approche globale, cette capacité à offrir une offre atypique et novatrice très rapidement, et de permettre d'évoluer sur ce réseau-là
avec une signalétique qui vise à apporter un maximum de sécurité à ceux qui empruntent demain, je vais dire demain parce qu'en l'occurrence nous lançons effectivement tout le réseau le 11 juillet, sur ce réseau-là. Alors, ça a pris un peu de temps parce que je peux vous assurer que les services du département, et je tiens à les remercier aussi, ils sont présents sur le salon aujourd'hui, ont beaucoup mouliné, travaillé, en lien aussi avec toutes les communes pour vérifier la faisabilité, etc. On a commencé d'abord quand même par une expérimentation l'été dernier, pendant 2 mois, sur 2 territoires, et un notamment sur l'axe Argentat-Beaulieu, qui est un itinéraire très touristique, et puis un territoire très rural sur l'axe Zintry, donc le plateau juste au-dessus. Et on a pris en compte toutes les remontées, à la fois des gens qui ont pratiqué, et il y a eu beaucoup de pratiques et d'usagers, d'utilisateurs, les riverains, qui nous ont aussi fait remonter un certain nombre de choses. Et on en a tiré toutes les conclusions, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit déjà, la signalétique au sol, qui sont des grands carrés verts qui reprennent une voiture, un piéton et un vélo. Il faut les faire un peu plus gros pour que ce soit plus marquant, plus répété. Donc on a intégré ces paramètres-là. De la signalétique aussi verticale, donc sur ces itinéraires pour signaler aussi et permettre ensuite de vérifier qu'on est sur la bonne route, etc., avec les indications qu'il faut. On a travaillé beaucoup sur la sécurité ensuite, en déclinaison la plus fine possible, en adaptant également des aménagements un peu plus importants là où c'était nécessaire, notamment des voies spécifiques réservées sur des axes qui pouvaient être un peu plus passantes sur des petites portions. Donc on a essayé vraiment dans cette partie-là, entre l'été 2024 et il y a 2 mois, de vraiment aller au bout des éléments de la sécurité. Maintenant, ce réseau, il va être mis en service le 11 juillet. Un QR code disponible à la fois sur le site du département, mais aussi des flyers mis à disposition, des documentations, etc., permettra d'accéder à une application qui vous permettra de calculer l'itinéraire, c'est-à-dire le nombre de kilomètres à parcourir pour rejoindre votre point A. Donc l'outil technique, l'application permettra en effet d'être guidé, d'avoir un outil spécifique pour parcourir ces éléments. Et donc l'objectif pour nous, c'est vraiment en effet d'en faire un réseau à disposition des Corréziens pour tous les usages finalement qu'ils envisageraient, donc que ce soit au quotidien pour aller dans le centre-bourg à côté de chez soi. C'est cohérent aussi par rapport à notre objectif qui est quand même en milieu rural de permettre aussi d'être dans l'accès au bourg, aux communes et aux centres-bourgs de proximité, de faire travailler les commerces locaux, de faire vivre aussi tout notre territoire rural, de pas scinder les choses et, je dirais, opposer non plus les uns et les autres, parce que en Corrèze, on a aussi besoin de la voiture aujourd'hui. Donc il y a bien sûr, et on aimerait pouvoir avoir toutes les solutions développées au maximum, et notamment le réseau ferroviaire, et je sais que c'est un des thèmes aussi de cette table ronde. Le fait est qu'aujourd'hui, la possibilité de mobiliser ce volet-là est encore à un stade, je dirais, qui n'est pas celui peut-être qu'on aimerait. Voilà, en tout cas, il faut certainement développer beaucoup plus le ferroviaire, mais aujourd'hui, et quand on connaît les temps, on évoquait tout à l'heure le sujet du POLT, on y reviendra peut-être, les temps de réalisation de travaux et d'adaptation et de modernisation des réseaux, raisonnablement, on sait qu'en Corrèze, on va avoir besoin d'utiliser la voiture encore un bon moment. Maintenant, on développe des initiatives, du covoiturage. La première aire de covoiturage en Corrèze, elle a été créée à l'ouverture du contournement de Brive, avec des aires au pied et à chacune de ces entrées. Elles fonctionnent, elles sont remplies. Il y en a eu une deuxième, et aujourd'hui, notre politique aussi d'accompagnement, de développement du réseau routier s'accompagne systématiquement de création d'aires de covoiturage. Systématiquement, la déviation de Malmort a donné lieu également
à une aire de covoiturage. Et on est sur le champ, le secteur, enfin en tout cas la thématique des transitions. Nous les équipons également, en lien avec la Fédération départementale d'électrification ou la Diège pour la Haute-Corrèze, systématiquement de bornes aussi électriques pour permettre les recharges, etc. Mais la voiture sera nécessaire. Pour autant, on essaie de développer aussi, à l'échelle du département, des outils et des réseaux qui permettent en effet de répondre aux besoins, tout simplement, des Corréziens et des touristes, peut-être futurs Corréziens, qui auront succombé au charme de la Corrèze en venant parcourir et en parcourant nos routes, puisque les points d'intérêt nous permettent de rejoindre des points d'intérêt alors culturels, bien sûr, touristiques et patrimoniaux. Donc, et on a cette chance d'avoir en Corrèze de quoi montrer et visiter. Donc, toutes les conditions étaient réunies. Et puis, le volet écologique aussi de la démarche, c'est que c'est une démarche de sobriété, dans la mesure où nous ne réartificialisons aucune route. Je vais y arriver. Ça, c'est comme la désimperméabilisation. Il y a des mots qu'on invente comme ça qui ont du mal à rentrer. C'est pour ça qu'il y a des acronymes. C'est ça, exactement. Et VVP sera demain l'acronyme de tout le monde. Et donc, en l'occurrence, ça nous évite bien évidemment aussi de recréer des voies, alors qu'on a un réseau qui est disponible, qui n'est pas forcément toujours très utilisé. En revanche, nous nous engageons dans le cadre de ces routes-là, de ces VVP, à les entretenir, y compris les routes communales qui sont identifiées comme étant des VVP, pour qu'elles soient à un niveau qualitatif suffisant, avec bien évidemment en plus les éléments de sécurité nécessaires. Je vous remercie. J'ai plein de questions, mais on va devoir malheureusement avancer. Si juste une, parce que je me l'étais noté, vous avez commencé à répondre, c'était de savoir sur ces 1200 kilomètres. Donc c'est ça, hein, qu'il y a 1200 kilomètres. Je me demandais donc si vous aviez dû réaliser justement des aménagements. Mais vous avez commencé à le dire qu'il y a certaines routes que vous avez dû aménager. Vous savez si c'est, voilà, est-ce que vous avez un ordre de grandeur pour pouvoir, j'imagine quand on dit aménager, c'est pour sécuriser? Oui, 8 gros aménagements. Voilà. D'accord. Ponctuellement, mais c'est évolutif. Donc si, avec le retour d'expérience, c'est aussi ça le QR code, c'est aussi pour nous permettre de recueillir des avis des usagers. Eh bien, on n'exclut pas, bien évidemment, de répondre, comme on le fait aujourd'hui dans notre politique, je dirais, de suivi et de travail sur les routes avec les communes. Elles savent, les maires sont nos premiers interlocuteurs et ceux qui les premiers nous renvoient quand ponctuellement il y a un souci sur une route, qu'elle soit départementale ou autre, et de nous dire qu'il y a un besoin d'aménagement, et on étudie toutes les demandes. Donc on le fera au même titre et de la même façon. Oui, avant de vous laisser la main, Monsieur Tisseuil, Monsieur Patier, vous vouliez réagir? Oui, parce que je suis un maire concerné depuis quelques jours. Nous avons accueilli quelques petits bouts de cette fameuse voie vers plus ou moins pâle. Or, c'est vrai que les travaux engagés n'étaient pas volumineux, mais en très peu de temps, j'allais dire en 48 heures, on a réussi à sécuriser des traversées de routes importantes, à faciliter la circulation des vélos et des piétons dans des conditions auxquelles on ne nous y attendons pas. Donc je voudrais remercier le département de cette action, même si les panotages ne sont pas encore en place. Mais la première impression des utilisateurs est bravo pour cette mise en sécurité de certains passages compliqués. Voilà. Merci pour ce témoignage. Et donc, en effet, ce n'est pas fini, puisque là, les services sont à pied d'œuvre. Et ils doivent, on est le 19. On a encore une bonne semaine de travaux et de finalisation des aménagements. Je vous remercie. Si j'avais été moins bavard, vous me faisiez la transition parfaite juste avant avec le ferroviaire. Et monsieur donc Alain Tisseuil, maire d'Arnac Pompadour, vous êtes également vice-président de l'association des maires. Donc si la ville d'Arnac Pompadour est connue pour le haras, le cheval, vous avez un autre je vais pas faire un jeu de mots, mais si cheval de bataille, c'est plus le cheval de fer, ou plus sérieusement le développement du ferroviaire au niveau régional? Bon, d'abord, je voudrais saluer l'intervention de Catherine, parce que elle a la chance d'avoir le POLT.
mais je suis pas à Uzerche. Je dois saluer l'action de mon ami François Patier, parce que l'agglo, malheureusement, je suis pas dans l'agglo. Et saluer le département, parce que d'abord, c'est des rapports de proximité avec le département, et ces voies vertes pâles, on est concernés, et c'est quelque chose de très bien. Mais moi, ce que je voudrais témoigner autour de cette table ronde, c'est la colère d'un élu. C'est la colère quand on me parle de ligne historique Limoges-Brive, qui est interrompue de Saint-Thierry à Objat. Donc déjà, parler de ligne, ça me met en colère. Et puis, depuis 2018, il y a eu un éboulement à Vignoles. Alors, avant 2018, tout avait été fait pour que cette ligne soit supprimée. Mais c'est vrai que l'éboulement de Vignoles a accentué les choses. Et depuis, c'est l'abandon total. Alors, c'est l'abandon parce qu'on n'a pas de train, mais c'est l'abandon végétal de la ligne. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à faire nettoyer 1,5 km dans ma commune. Mais dès que vous dépassez l'entrée ou la sortie de Pompadour, c'est à faire peur. Il y a des arbres qui font 35 cm de diamètre, enfin voilà. Donc, alors la responsabilité, c'est une responsabilité à la fois de l'État, puisque c'est la SNCF. Alors la SNCF, vous savez, c'est le millefeuille, il y a Gare et Connexion, il y a ci, il y a là, il y a le machin, il y a le truc. Et puis à côté de ça, vous avez la région qui vous fait la messe en faisant des concertos de lignes, dans laquelle on vous dit la ligne de Limoges à Brive, comme je leur dis, ça n'existe plus, puisqu'elle est interrompue à Saint-Thierry, et d'Objat, elle va d'Objat à Brive. Savoir que de Saint-Thierry à Limoges, ils ont mis 23 millions quand même. Mais tout ça parce que de Saint-Thierry, on part à Périgueux. Voilà. Donc moi, je suis colère parce que on parle de mobilité douce. D'abord, je sais pas ce que ça veut dire, douce ou pas douce. Mais quand on a un train qui peut desservir de commune en commune, parce que nous, on fait Saint-Thierry, Coussac, Saint-Julien-le-Vendomois, ruralité extrême, Lubersac, Pompadour, Vignoles, Saint-Saulve, Objat. Et on me parle de mobilité douce, on me dit il faut des vélos électriques à Pompadour, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il y a très longtemps que les gens se sont organisés, qu'ils ont attendu ni la région ni le gouvernement pour essayer de trouver une solution pour aller à Brive, pour transporter les amis, les personnes qui peuvent pas conduire et autres. Aujourd'hui, ce dont on a besoin en 2025, c'est d'un train. Moi, je vais vous prendre un exemple. Ma femme, elle est originaire d'un village entre Dieppe et Rouen, qui s'appelle Auffay. Ce train, qui dessert toute la ligne, de gare en gare, il avait 2 wagons. J'y étais il y a 15 jours, il y a 9 wagons, 9 fois par jour. Ça veut dire que les gens ont compris, ils prennent le train. Nous, la SICAM à Pompadour, c'est 800 emplois. Le CIR, c'est 200. Valade à Lubersac, c'est 250. Sur le secteur, on est à 4000 emplois. La commune d'Arnac-Pompadour a 1250 habitants et 1400 emplois. Et on n'a pas de train. Et on n'en aura jamais. Mais aucun élu n'est capable de nous dire la vérité. C'est-à-dire, c'est fini. Auquel cas, on pourrait toujours faire, pas une voie verte pâle, mais une voie verte tout simplement. Aujourd'hui, on est là. Alors, on a fait des motions, on a écrit à tout le monde. Personne ne répond, on nous promène. Moi, je viens d'avoir un casino. Il est en construction. Il faut savoir qu'un casino, une grande partie des clients du casino sont des personnes âgées qui viennent des villes. C'est une passion. Ça serait l'idéal de Brive ou de Limoges pour avoir une certaine catégorie de joueurs. Avec le train, le casino, il est à quoi 3 minutes de la gare. Et personne ne bouge, personne ne dit rien. Tu interroges les uns, tu interroges les autres. Donc au bout d'un moment, les élus s'engagent, les élus sont responsables. Et le préfet disait tout à l'heure, les élus sont presque bénévoles. Je partage tout ce qu'il a dit. Mais après tout ça, moi j'aimerais ça soit suivi des faits. Hein? Alors tout ce qu'on sait nous dire aujourd'hui, c'est qu'on est endetté, qu'il faut faire des économies. Enfin, je suis désolé, la région Rhône-Alpes, vous avez vu le système ferroviaire qu'ils ont, la région de Bretagne, la région de Bordeaux, ils ont tout ce qu'il faut. Et alors, je disais à notre sénateur, à mon ami Claude Nougin, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit, Claude, il faudrait qu'on soit solidaire sur les dessertes fines, c'est-à-dire qu'on ne dise pas, faut défendre Ussel Clermont ou Ussel Brive, il faut défendre toutes les lignes de Limoges, toutes les lignes de Brive. C'est parce qu'on a besoin de toutes les lignes si on veut faire de la mobilité douce. Alors là, on est en train de batailler les uns et les autres, chacun dans son coin, ce qui, à mon avis, ne sert à rien. Il y a un collectif qui s'est créé chez moi qui s'appelle Bobsil, ce qui veut dire Brive, Objat, Pompadour, Saint-Thierry et Limoges. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit toutes les ferroviaires qui ont été créées dans les années 1880 et autres, qui sont ensemble pour dire, mais on en a besoin. Aujourd'hui, il y a des trains modernes. Enfin, vous verriez en Normandie les trains qu'ils ont. Vous avez envie de les prendre, hein. Et ils desservent tous les villages. Donc, moi, personnellement, je suis très énervé par rapport à ce projet, parce que je suis un des rares à y croire.
Parce que moi, je crois vraiment à la ruralité. Et je crois que cette ruralité, alors tout à l'heure, tu disais, François, que ce sont beaucoup des gens, des néo-ruraux qui viennent chez nous. Mais il faut, et tu as raison, bien entendu, mais il faut qu'on défende aussi nos enfants. Parce qu'on a encore des enfants de la campagne qui ont envie de vivre chez nous, qui ont envie de s'installer comme entreprise, qui ont envie de se développer. Moi, à la SICAM, j'ai les jeunes du pays qui sont devenus des directeurs de pôle, des directeurs de site et tout. Et ces gens-là, il faut qu'on soit force de proposition. Or, aujourd'hui, on n'est pas force de proposition. Alors, on fait des ersatz de choses. On achète des vélos électriques, on a des voitures. Catherine, je critique absolument pas ce que tu as dit, et c'est très bien. Mais quand on a un train qui passe dans ta commune et que la voie est fermée, avoue quand même que c'est la base des bases. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de nous rouler dans la farine. Quand on est élu, on est responsable. Nous, les maires, on est des gens responsables. Il faut que les autres élus soient des gens responsables. Et je parle pas mon président de département qui se bat comme un lion, si on peut le dire, hein, pour la ruralité. Mais je parle des élus qui sont beaucoup plus éloignés de nous. Un ministre des Transports qu'on a rencontré, ils sont là, les élus qui étaient avec moi. Je vois le maire de Saint-Sauve, il était là. On l'a rencontré à Nexon. D'abord, il est arrivé avec 1h15 de retard. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et puis pour nous raconter la messe et nous dire ceci, cela et le reste. Mais ça, on s'en fout. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est tant de choses. Alors bien sûr, ça coûte de l'argent. On est d'accord. Mais je suis désolé, au niveau d'un État, il y a quand même des priorités. Et je pense que si on veut aider la ruralité, eh bien le ferroviaire, c'est un point d'achoppement le plus important aujourd'hui, parce que ces lignes, elles n'ont pas été créées pour rien. À l'époque, à Pompadour, il y avait du bois. On transportait avec la ligne des marchandises, on transportait du bois. Et aujourd'hui, SICAM, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la déviation de Lubersac, on a eu une réunion il y a 2 jours, la déviation de Lubersac, c'est 300 semi-remorques jour. 300 semi-remorques jour. Vous imaginez, aujourd'hui, si on avait le ferroviaire pour compenser ça? Vous imaginez? Voilà. Donc, voilà mon sentiment. Alors, je ne lâcherai rien. Tant que je serai élu, moi, je suis qu'en CDD, hein. Donc, le CDD est bientôt fini. Mais si j'ai la chance de reprendre un CDD, je me battrai toujours et toujours pour le ferroviaire. Merci. Madame la vice-présidente, vous souhaitiez réagir? Alors, je ne vais pas tarir la colère de monsieur le maire d'Arnac-Pompadour. Non, je la comprends, je la partage. Et je la partage plus globalement à l'échelle de la Corrèze. Mais si on prend un peu de recul, en fait, la difficulté du ferroviaire, alors déjà, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que la mobilité douce et toutes les actions qui sont mises en œuvre, elles n'empêchent pas le ferroviaire et elles suivent leur cours à côté de ça. Par contre, il y a un vrai sujet du ferroviaire pour la Corrèze qui, en effet, est pas pris à sa hauteur, là, à sa juste ampleur, depuis des années, et ça passe par la capacité déjà de maintenir le POLT Paris-Toulouse et l'étoile ferroviaire de Brive. Cet axe-là et la position de l'étoile ferroviaire de Brive, elle est très stratégique. Et aujourd'hui, quand je vois les résultats du futur contrat de plan État-région, où tous les investissements sont ciblés sur Limoges et tout ce qui renvoie sur Angoulême, Poitiers, etc., oui, il y a des inquiétudes à avoir en plus. Parce que demain, toute cette capillarité plus fine de nos petites lignes, elle ne verra jamais le jour si le POLT n'est pas défendu pied par pied, pied à pied, et si on se bat pas comme des lions, ensemble, collectivement, tous les élus, pour défendre cette ligne-là. C'est la même chose pour l'axe transversal. Si le POLT n'est pas maintenu, qui est l'axe majeur structurant qui traverse notre territoire, l'axe Bordeaux-Brive ferroviaire ne sera pas plus développé. Donc il y a des ordres à respecter. La question, je dirais, du transport ferroviaire sur tout le fret, en fait, est encore un autre sujet. Là, c'est carrément un sujet de politique qui n'est clairement pas porté depuis des années par la SNCF, qui a été auquel ils ont renoncé. C'est pas le sujet de la SNCF aujourd'hui, mais malgré tout,
il est vrai qu'il y a eu des choix qui ont été faits, qui sont aujourd'hui regrettables. On avance toujours et on redécouvre les choses 20 ans après en disant ah mais oui, il y a ça et pourquoi on l'a pas utilisé. C'est pour ça que moi je crains beaucoup aussi quand on supprime et qu'on fait des voies vertes sur des rails, parce que je me dis un de ces jours on va redécouvrir qu'on avait des rails et que finalement ça serait bien utile et il va falloir en recréer d'autres. Donc, mais toutes les petites lignes sont en effet un combat et ça passe par le combat déjà au niveau du POLT qui est en danger pour la Corrèze et sur l'étoile ferroviaire de Brive. Et je pense qu'il y a en effet, il y a des démarches qui sont en cours, mais il faut ne pas s'arrêter et il faut porter collectivement et être présent derrière ces démarches de colère. Puisque manifestement, je pense qu'il n'y a qu'à peu près ça qui marche et qu'entendent encore aujourd'hui nos forces dirigeantes. Bien. Je veux juste rajouter, elle a complètement raison, bien entendu, le pôle c'est essentiel. Mais est-ce que vous vous imaginez tous le travail que ça a été pour construire les lignes qui ont été construites à l'époque, avec tous les ouvrages qu'il y a. Nous, entre Pompadour et Brive, je crois qu'il y a 14 ou 16 ouvrages de grande qualité, qui sont à l'abandon, entre parenthèses. C'est pour ça qu'à Vignoles, ça s'est écrasé. Mais par respect pour les gens qui sont morts en construisant ces ouvrages, parce qu'il y a eu des morts à l'époque et autres, mais franchement, on n'a pas à reconstruire les ouvrages, on n'a pas à reconstruire les lignes. On a la base de travail. Et on nous parle de millions. Mais aujourd'hui, vous savez bien qu'on parle qu'en milliards. Donc, elle a raison, Patricia. Mais je crois qu'il faut tout considérer. Parce que si par malheur on dit il nous faut le pôle sans ci, sans ça, il faut qu'on ait tout. Si on n'a pas tout, on s'en sortira pas. Moi, je voudrais juste simplement dire que, et c'est pour témoigner l'intérêt des gens pour le ferroviaire, donc sur le territoire de la communauté de communes du Pays d'Uzerche, nous avons 3 gares, Masseré, Uzerche et Vigeois, et le nombre de personnes qui prend le train tous les jours pour aller sur Limoges ou sur Brive ou entre les deux, enfin, c'est assez impressionnant. On a eu les chiffres, je les ai plus en tête, mais les chiffres nous ont été donnés très récemment lors d'une réunion que nous avons eue avec la SNCF. Alors je ne saurais plus quelle partie effectivement. Monsieur le maire d'Uzerche doit mieux le savoir que moi, mais bon, voilà. Donc en fait, on a eu une réunion avec eux et c'est vrai que la fréquentation, le nombre de personnes qui prennent le train tous les jours, et c'est en augmentation sans cesse. Donc c'est effectivement, au-delà des sujets dont nous avons parlé, c'est un sujet très important et qu'il faut, comme tu le dis, Patricia, qu'on défende tous ensemble. Je vous remercie. Monsieur Pelletier, justement sur ce lien, pour finir, entre habitants des villes, habitants ruraux. Ah non, je pensais reparler un petit peu des trains parce que le constat que je fais en tant qu'utilisateur quelquefois indirect des lignes régionales, là, parce qu'il s'agit bien de la région, est quand même assez inquiétant. Il faut savoir par exemple quand vous venez de Bordeaux pour Brive, aux heures de pointe, il n'y a plus de place quand vous montez dans le train à Bordeaux. Il y a une voiture sans clim, et ça c'est du vécu récent. Donc il n'y a aucun effort n'est fait par la région malgré tout ce qu'ils peuvent raconter ici ou là. Et le problème est là. Il faut que politiquement les gens s'investissent et fassent passer le vrai message. Parce qu'on est considéré comme un peu la périphérie de Bordeaux, avec une priorité effectivement au centre de Limoges pour toutes les raisons qu'on imagine. Mais c'est vrai que la zone Brive-Tulle est un peu oubliée, voire plus. Et je ne sais pas dans quelle mesure nos élus interviennent, je parle des élus régionaux, pour faire évoluer cette situation. Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que c'est du vécu quotidien. C'est des petits trains avec une voiture qui vous amènent des étudiants de Bordeaux, qui sont à touche-touche, debout, sans clim, entre Périgueux, parce que jusqu'à Périgueux, ça va à peu près, parce que Périgueux, c'est Limoges, ensuite, depuis Bordeaux. Et après, ça s'arrête. Or, et les vitesses sont réduites, alors je ne parle pas de la ligne d'Obja aussi, dont les vitesses descendent régulièrement, sans autre. Voilà. Donc mon avis, il est quand même assez inquiétant par rapport à tout ça. Et ces trains sont bondés parce que ce sont les seuls qui sont directs en 2h20. Tous les autres sont entre 3h50 et 4h40 parce qu'en plus, ils passent par Montauban pour rejoindre Bordeaux, au départ de Brive. Donc, vous voyez un petit peu le niveau de desserte, parce qu'on dit Bordeaux-Brive, mais en fait, la ligne un trajet direct sans changer, il y a dans un sens 2 trajets et dans l'autre 2 trajets par jour. Faut pas rater le train. C'est le cas de le dire. Vous vouliez très rapidement avant que... Oui, je sais que la question que vous vouliez me poser, parce que je l'ai dit,
concernait la politique de mobilité, pour que la politique de mobilité soit aussi efficace pour les habitants des villes que pour celles qui résident sur les territoires ruraux. Nous, on a la chance à l'agglomération de Brive d'avoir une vision d'ensemble, comme je vous l'avais évoqué, qui fidélise les gens et qui permet de se dire, c'est pas parce que je suis au fond d'un hameau de Nespoul ou au cœur de Brive que je ne serai pas servi de la même façon. Moi, je trouve qu'il y a un gros effort qui a été fait, parce que les besoins sont les mêmes, les destinations sont les mêmes. C'est les moyens à mettre en œuvre qui sont différents. Dans un cas, c'est des voitures 9 places ou des minibus, et pour Brive, c'est des bus de ville à 60 ou à 55 places qui permettent de faire des transports. Mais le service est le même, puisqu'il s'agit toujours d'aller chez le médecin, à l'école, faire des loisirs aussi, parce que les loisirs sont souvent dans la proximité des grands centres de bourg, hein, des grands centres de ville. Donc là, c'est vrai qu'il y a un effort à faire, et qui est en cours, en tout cas, qui n'a pas encore fait ses preuves, parce qu'il est tout neuf, il date de septembre, voire janvier de 2025, mais qui doit permettre, justement, de pouvoir comparer les services qui sont proposés entre Brive et son réseau très dense, et les territoires ruraux, quels qu'ils soient, puisque on peut même demander du transport à la demande en banlieue de Brive. Les zones qui ne sont pas desservies par des bus à Brive peuvent l'être par le transport à la demande. Donc il faut savoir qu'on a vraiment essayé de couvrir la totalité des 48 communes de la façon la plus équitable possible. Reste à voir les preuves qu'on aura d'ici 1 an ou 2, lorsque le système aura vécu. Voilà. Bien, je vous remercie. Vous souhaitiez dire un mot tout à l'heure? Non? Bon. Eh ben parfait, j'aurais même pu partir parce qu'à un moment donné, voilà, vous discutiez... si, Monsieur Tisseuil. Ouais, j'ai juste une chose à rajouter, c'est pour François Patier, pour leur dire que l'aéroport de Brive, depuis qu'ils ont un nouveau directeur que je salue, en la présence de Julien Boudy, c'est extraordinaire parce qu'ils ont des dessertes sur Séville, sur Porto, sur l'Angleterre, sur la Belgique, et personnellement je les utilise et j'ai plein de mes concitoyens qui les utilisent parce que c'est des petits séjours à 3 jours et il y a eu des efforts de fait. Alors ce ne sont pas des mobilités douces, ce sont des mobilités dures, mais en tous les cas, je crois qu'il faut, quand ça marche et quand il y a des gens qui font du boulot et des efforts, il faut les saluer parce qu'on a tous besoin de compliments parce que des reproches on en a tous les jours. Donc voilà, cet aéroport de Brive est très dynamique, il fait de belles choses et merci à vous tous pour ce que vous faites. Merci. En tout cas, merci. Moi, je voudrais vous remercier aussi pour la qualité aussi, du débat. Ça aurait pu durer, je pense, encore 2 heures, voire même 3 heures. Oui, voilà, j'aurais même pu partir. On vous laissait la lumière. Tout se passait bien. Du coup, la conclusion très rapide, ce qui est assez quand même remarquable, c'est qu'à chaque fois, je crois que vous avez utilisé le terme demande, à la demande des citoyens. On a mis en place ça, les choses à la demande, les taxis à la demande, etc. L'autre terme aussi, c'est que, oh, surprise, ça marche. Enfin, que plein de choses marchaient peut-être plus vite que prévu, mais de se dire très rapidement on a entre guillemets un retour sur investissement, même si à proprement parler on peut pas parler de retour sur investissement comme ça. Et puis voilà, colère, oui, constat et colère si on peut le dire face à d'autres situations. En tout cas, je pense qu'on peut dire que la Corrèze et ses élus sont conscients des enjeux et font tout ce qu'ils peuvent. Donc je vous remercie. Je crois qu'on peut les remercier également. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.